L'amitié au travail, moi j'y crois. Non mais sérieux, j'y crois de ouf, il y en a plein, ils disent c'est pas possible d'avoir des potes au travail, c'est faux. L'amitié au travail, ça existe. Généralement, c'est ta collègue préférée qui devient une pote, tout simplement. Peut-on vraiment être ami avec ses collègues de travail? Sur internet, les discours se contredisent. D'un côté, des vidéos qui valorisent l'amitié au travail, des collègues qui se décrivent comme inséparables, qui parlent de leur équipe comme d'une seconde famille, qui expliquent avoir trouvé au bureau des amis pour la vie. Et juste à côté, d'autres messages, tout aussi viraux, qui affirment exactement l'inverse. Quand est-ce que vous allez comprendre que les collègues, ce ne sont pas vos amis? Ce ne sont pas vos amis, s'il vous plaît, mais rentrez-le dans votre tête. Des personnes qui répètent qu'au travail, il n'y a pas d'amis, que les collègues restent des collègues et que mélanger relations pro et perso, ça finit toujours par poser des problèmes. Vos collègues ne sont pas vos amis. Dans la vie de tous les jours, le constat est souvent le même. Certains racontent avoir rencontré leurs amis au travail. D'autres expliquent avoir appris, parfois à leurs dépens, qu'il valait mieux garder ses distances. S'il y a un problème, croyez-moi, ils n'hésiteront pas à vous passer sous le bus pour se sauver. Mais la question ne s'arrête pas là. Peut-on être ami avec son patron ou son manager quand il existe une hiérarchie et un rapport de pouvoir? Peut-on trouver l'amour au travail sans que cela complique les choses, pour soi comme pour les autres? Alors comment comprendre ces expériences si opposées? Et surtout, qu'est-ce que ces relations disent de notre rapport au travail aujourd'hui? Alors pour comprendre pourquoi ces expériences sont si différentes, il faut d'abord revenir à une chose simple. Le travail est devenu, pour beaucoup, l'un des principaux lieux où on rencontre des gens à l'âge adulte. On y passe une grande partie de son temps, parfois plus qu'avec sa propre famille, plus qu'avec ses amis d'enfance. On partage les mêmes horaires, les mêmes contraintes, les mêmes objectifs et souvent les mêmes frustrations. Et on le sait, les frustrations, ça rassemble. Dans ce contexte, créer des liens n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, c'est presque une conséquence logique. Quand on traverse ensemble des périodes de stress, de pression ou d'incertitude, une forme de proximité s'installe naturellement. Les études le montrent d'ailleurs. Des relations positives au travail sont souvent associées à plus de bien-être, plus d'engagement et parfois même une meilleure santé mentale. En janvier 2025, il y a une étude du Sun qui dit que 72% des salariés sont plus motivés à aller au travail quand ils ont un ami en fait. Et il y a 78% d'entre eux, sur un sondage de 2000 personnes, qui estiment que ça améliore leur satisfaction au travail. Genre ça améliore leur bien-être et leur satisfaction d'aller au travail. Avoir quelqu'un avec qui échanger, plaisanter ou simplement se sentir compris peut rendre le quotidien professionnel beaucoup plus supportable. Mais très vite, une question apparaît. De quel lien parle-t-on exactement? Parce que toutes les relations au travail ne se ressemblent pas. Entre un collègue avec qui on s'entend bien, un allié professionnel sur qui on peut compter et un véritable ami à qui l'on confie des choses personnelles, la frontière est parfois floue et rarement clairement définie. Même dans le milieu professionnel, même si vous passez très rapidement du temps avec des collègues, attention, ce n'est pas pour autant que vous devez tout raconter sur votre vie privée. Et c'est souvent là que les malentendus commencent. Parce qu'au travail, on emploie souvent le même mot, amitié, pour désigner des réalités très différentes. Il y a d'abord les collègues avec qui on s'entend bien. Ceux avec qui les journées passent plus vite, avec qui on plaisante à la machine à café, avec qui on déjeune parfois. Des relations agréables, fluides, mais qui restent inscrites dans le cadre professionnel. Il y a ensuite les alliés professionnels. Ces personnes sur qui on peut compter dans des moments clés, qui vous soutiennent sur un projet, qui vous couvrent en cas de difficulté, qui comprennent vos enjeux parce qu'ils partagent les mêmes contraintes. La confiance est réelle, mais elle est souvent liée au travail lui-même, rien de personnel. Et puis parfois, il y a autre chose. Des relations qui dépassent le cadre du bureau. Des rigolades, des discussions perso, on va boire des verres en dehors du travail ou on se fait des activités le week-end. C'est souvent là que naît l'idée d'une véritable amitié. Moi, je sais que j'ai des collègues avec qui je m'entends trop bien et que maintenant je considère comme des amis, mais je me dis dans un autre contexte que le travail, on se serait jamais rencontrés. Mais beaucoup de relations au travail se situent entre ces catégories. Ce que certains appellent, parfois avec un peu de recul, des amis de 8h à 17h. Je veux bien, ils sont sympas, ils sont gentils, etc. Vous rigolez avec eux. Sauf qu'en fait, c'est littéralement des 8h, 20h, 8h, 19h, 20h. C'est littéralement ça. Des personnes avec qui le lien est sincère, chaleureux, mais qui existent presque exclusivement dans le temps et l'espace de travail. On partage des choses, on se soutient, on rit ensemble. Mais une fois la journée terminée, chacun retrouve sa vie, ses proches et ses repères. Et ce lien, sans disparaître totalement, reste attaché au cadre professionnel. Le problème, c'est que ces différents types de relations coexistent dans un même espace, sans règles claires pour les distinguer. Et chacun n'y met pas forcément les mêmes attentes. Pour certains, quelqu'un avec qui on s'entend bien au travail, c'est déjà une amitié. Pour d'autres, l'amitié commence seulement quand le lien survit en dehors du cadre professionnel. Et tant que tout va bien, cette différence de perception reste invisible. Mais dès que le contexte change, elle devient centrale. Un changement de poste, une promotion, un désaccord, un conflit, et soudain, une relation qui semblait évidente se transforme. C'est souvent à ce moment-là que les choses se compliquent. Pas parce que les intentions changent, mais parce que le cadre, lui, finit par s'imposer. Tant que tout va bien, la proximité est agréable, on se sent soutenu, compris, entouré, on se parle plus librement, on se fait confiance, on a l'impression d'être du même côté. Mais dès qu'une décision professionnelle doit être prise, la relation change de nature. On a tendance à, naïvement, avec bienveillance, donner trop vite sa confiance à des collègues que l'on considère vraiment comme des super amis. On va même leur confier des choses en lien avec le travail. On va leur
leur confier qu'on a tel ou tel conflit avec nos supérieurs, avec une autre collègue. Et puis vient le moment de la dispute, vient le moment de la rupture de l'amitié. Finalement, vous redevenez purement et simplement des collègues, et en plus des collègues qui ne s'entendent plus, voire qui ne s'adressent plus la parole, voire qui se détestent. Par exemple, quand il faut faire un retour négatif sur un travail qui n'est pas à la hauteur, mais que cette personne est aussi celle avec qui on déjeune tous les midis, c'est compliqué. Ou quand un collègue proche demande un aménagement, un délai, un coup de pouce, et qu'on sait qu'accepter tout pour lui, c'est refuser pour quelqu'un d'autre, alors est-ce que c'est vraiment juste? Dans ces moments-là, des dilemmes apparaissent. Comment dire non sans abîmer la relation? Comment rester strictement objectif sans donner l'impression de se désolidariser? Comment faire son travail sans trahir la confiance personnelle qui s'est installée? Ces situations mettent souvent les individus dans une position inconfortable, pris entre deux logiques qui ne fonctionnent pas de la même manière. D'un côté, le travail repose sur des règles, des objectifs, des responsabilités, des décisions parfois difficiles, parfois injustes, mais nécessaires au fonctionnement de l'organisation. De l'autre, l'amitié repose sur autre chose. La loyauté, le soutien, la compréhension, l'idée qu'on se protège mutuellement. Et quand ces deux logiques entrent en collision, il n'y a pas toujours de bonne solution. Même lorsque tout le monde agit de bonne foi, la proximité peut créer des tensions invisibles, pas seulement entre les personnes concernées, mais aussi autour d'elles. Une pause qui s'attarde un peu plus longtemps, une discussion qui semble plus fluide, une information partagée plus tôt qu'avec les autres. Parfois, il ne s'agit de rien de concret, mais dans un environnement professionnel, la perception compte presque autant que la réalité. On sait à quel point le monde du travail est spécial et à quel point ça retourne le cerveau des gens. C'est vraiment dans l'univers du monde du travail où les gens ont des facettes, montrent des facettes d'eux, enfin c'est assez hallucinant. Et très vite, un doute peut s'installer. Ce qui rend ces situations particulièrement délicates, c'est qu'elles ne sont presque jamais implicites. Il n'y a pas de moment précis où l'on se dit « à partir d'aujourd'hui, notre amitié pose problème ». Au contraire, tout se fait step by step. Une remarque qu'on n'ose plus faire, un sujet qu'on évite pour ne pas froisser, une décision qu'on explique différemment pour ménager l'autre. Petit à petit, la relation pro s'adapte à la relation perso. Et c'est souvent là que quelque chose se dérègle. Parce que le travail, lui, continue d'exiger des arbitrages et d'être impartial. Des choix qui ne peuvent pas toujours satisfaire tout le monde. Des décisions qui créent forcément des frustrations. Dans ce contexte, l'amitié peut devenir un poids. Non pas parce qu'elle est négative en soi, mais parce qu'elle ajoute une couche émotionnelle à des situations qui en comportent déjà beaucoup. Certaines personnes racontent avoir eu l'impression de devoir jouer un rôle. Être à la fois un collègue professionnel et un ami compréhensif. Or, ces deux positions ne sont pas toujours compatibles. Quand le travail demande de trancher, l'amitié demande souvent de temporiser. Quand l'amitié appelle à la bienveillance, le travail exige parfois de la fermeté. Et rester constamment entre ces deux exigences peut être épuisant. C'est aussi pour cette raison que certaines relations finissent par s'abîmer sans conflit apparent. Et j'essayais toujours de garder cette barrière en me disant que les collègues, c'est les collègues, les amis, t'en as en extérieur, et le monde du travail est rempli tellement de vices que voilà, tout mélanger, ça peut aboutir à de mauvaises choses. Il n'y a pas de dispute franche, pas de rupture nette, juste une distance qui s'installe. On se parle moins, on partage moins, on reste cordiaux, mais quelque chose s'est refermé. Et souvent, car l'un a été exclu par une façon de faire de l'autre. Même quand une amitié est vécue de manière saine par les personnes concernées, elle n'existe jamais dans le vide. Elle s'inscrit dans un collectif. Et ce collectif observe. Au travail, tout est interprété. Les silences, les regards, les habitudes, les complicités, parfois sans intention particulière, mais toujours à travers un prisme, celui de l'équité. Un collègue qui plaisante plus souvent avec un autre. Un groupe de personnes qui mangent ensemble à chaque repas. Une décision expliquée différemment ou plus longuement à quelqu'un en particulier. Pris isolément, ces éléments paraissent anodins. Mais mis bout à bout, ils peuvent nourrir un sentiment diffus. Celui que tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. Et dans un environnement professionnel, ce sentiment est extrêmement sensible, car le travail repose en grande partie sur une idée implicite, celle que les efforts, les responsabilités et les décisions sont répartis de manière juste, ou au moins de manière compréhensible. Je vois trop de gens qui tombent dans des situations très difficiles parce qu'elles ne savent pas se taire, parce qu'elles ne savent pas fermer leur bouche. Elles veulent toujours savoir ta vie, savoir ce qui s'y passe. Je ne dis pas que tu dois être désagréable, je ne dis pas que tu dois rester dans ton coin, je dis que tu dois jamais oublier ton objectif. Lorsqu'une relation amicale s'installe, cette perception peut se fragiliser, même en l'absence de favoritisme réel. C'est d'ailleurs l'un des points les plus complexes à gérer, la différence entre ce qui est réellement fait et ce qui est perçu. Une personne peut être persuadée d'agir avec la plus grande neutralité, mais si le collectif ressent autre chose, la confiance commence à s'éroder. Et cette érosion ne se manifeste pas toujours par des conflits ouverts, elle passe souvent par des non-dits, des remarques à demi-mot, des soupirs, des conversations qui changent de ton quand certaines personnes quittent la pièce. Progressivement, des lignes se dessinent, des affinités deviennent des clans, des complicités deviennent des soupçons. Je vais vous dire la vérité, au travail, la plupart du monde, ce sont des hypocrites. Dans certains cas, les personnes proches ne se rendent même pas compte de ce qui se joue autour d'elles. Elles voient leur amitié pro comme normale, légitime, parfois même bénéfique au travail. Mais pour ceux qui se sentent à l'extérieur, l'expérience est différente. Ils peuvent avoir l'impression que certaines décisions leur échappent, que tout ne se joue pas uniquement sur le travail, mais aussi sur les relations. Et ce ressenti, qu'il soit fondé ou non, a des conséquences très concrètes. Il peut réduire l'engagement, créer de la méfiance, freiner la coopération, et parfois même pousser certains à se mettre en retrait. C'est pour cette raison que beaucoup d'entreprises se retrouvent dans une position paradoxale. Elles encouragent la convivialité, l'esprit d'équipe, la bonne entente, mais elles redoutent en même temps les relations trop exclusives. Parce qu'une équipe soudée, c'est précieux, mais une équipe fragmentée
alimenté par des perceptions d'injustice peut rapidement devenir fragile. Se voir à l'extérieur, présenter ces personnes à ma famille, leur faire confiance et leur raconter mes secrets les plus sombres qui peuvent littéralement causer mon renvoi ou détruire ma carrière. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir autant confiance en les gens comme ça. Et ce paradoxe est rarement clairement formulé aux salariés. Il reste implicite, à charge pour chacun de trouver le bon équilibre. La question de l'amitié au travail devient encore plus sensible lorsqu'une hiérarchie est en jeu. Sur le papier, rien n'interdit une relation amicale entre un manager et un salarié. Dans certaines entreprises, cette proximité elle est même encouragée. Management bienveillant, tutoiement, after work, open space, discours sur l'horizontalité. Et dans la réalité, certaines relations fonctionnent. Des managers décrits comme accessibles, à l'écoute, humains, des salariés qui se sentent soutenus, compris, considérés. Moi, c'est un peu compliqué, étant donné que c'est moi la responsable de l'agence, donc j'essaye justement de maintenir une petite distance, mais disons que on s'entend tous très bien et c'est vrai qu'effectivement on discute de choses un petit peu personnelles de temps en temps. Mais derrière cette apparente égalité, une asymétrie demeure toujours. Même quand la relation est sincère, le pouvoir n'a pas disparu. Il est simplement moins visible au quotidien. Le manager est celui qui évalue, celui qui valide ou non une augmentation, celui qui tranche en cas de désaccord. Celui qui peut, à un moment donné, influer sur la trajectoire professionnelle de l'autre. Tu as même des collègues de travail ou des managers qui vont venir discuter avec toi, faire semblant de sympathiser, juste pour récupérer des informations qui sont peut-être importantes pour eux, qui pourront retourner contre toi plus tard. Cette réalité ne se manifeste pas tous les jours, elle apparaît surtout dans les moments de tension. Quand un objectif n'est pas atteint, quand une erreur est commise, quand une décision impopulaire doit être prise. Et c'est souvent là que l'illusion d'une relation parfaitement équilibrée se fissure. Pour le salarié, la proximité peut créer une forme de sécurité, l'impression d'être protégé, de vouloir se permettre certaines choses, de parler plus librement. Jusqu'au jour où une décision rappelle que la relation reste avant tout professionnelle. Pour le manager, la situation est tout aussi délicate. Comment rester juste avec quelqu'un qu'on apprécie personnellement? Comment recadrer sans abîmer la relation? Comment éviter que le reste de l'équipe interprète chaque geste comme un privilège? Beaucoup racontent alors une fatigue particulière, celle de devoir constamment ajuster son comportement, être assez proche pour maintenir la relation, mais assez distant pour préserver sa légitimité. Et pour l'équipe, cette proximité peut devenir un point de crispation. Même sans favoritisme avéré, le doute suffit à installer un malaise. Certains salariés disent ne plus savoir sur quels critères les décisions sont prises. D'autres préfèrent garder leur distance par peur d'être désavantagés. Dans ce contexte, l'amitié entre un manager et un salarié n'est pas impossible, mais elle est rarement neutre. Elle demande une lucidité permanente, une capacité à accepter que, dans certaines situations, la relation personnelle s'efface derrière le rôle professionnel. Et c'est précisément ce point qui rend ces relations si fragiles. Non pas parce qu'elles sont mal intentionnées, mais parce qu'elles reposent sur un équilibre instable. Quand une relation au travail devient plus personnelle, une chose change presque toujours, le niveau de confiance. On se confie davantage, on parle de ses doutes, de ses difficultés, parfois de ses frustrations vis-à-vis du travail ou de certains collègues, une charge de travail trop lourde, un sentiment d'injustice, une fatigue qu'on n'ose pas toujours exprimer ailleurs. Sur le moment, ça fait du bien. On a l'impression d'être compris, soutenu, écouté, d'avoir enfin quelqu'un à qui dire ce qu'on garde habituellement pour soi. Mais au travail, une confiance n'est jamais totalement neutre, parce qu'elle s'inscrit dans un cadre où l'information circule, où les rôles existent, où une parole peut changer de statut selon le contexte dans lequel elle est reprise. Il y a des personnes qui sont devenues amies pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui étaient collègues. Un beau jour, il y en a un qui finit toujours par trahir l'autre et la personne qui trahit va déballer toute la vie de cette personne à tout le monde. Donc j'ai encore une question, tout en sachant ça, comment vous faites pour être amis, être comme ça avec vos collègues? Ce que t'es dit sur le ton de la fatigue peut devenir un signe de manque d'implication. Une inquiétude partagée à titre personnel peut être interprétée comme un doute sur ses compétences. Une frustration exprimée à un ami peut ressortir plus tard comme un élément à prendre en compte. Dans beaucoup de témoignages, la rupture ne vient pas d'un conflit direct, elle vient d'un moment précis, souvent inattendu. Une remarque personnelle qui réapparaît lors d'une réunion. Une phrase entendue en after work, reformulée, vidée de son contexte. Une confidence évoquée pour expliquer un choix, un recadrage ou une décision. Si vous voulez vous confier, confiez-vous à vos amis à l'extérieur, mais pas au travail. Ça peut te paraître anodin, mais combien de personnes ont été licenciées à cause de bêtises comme ça? Donc protège-toi et réfléchis bien avant de partager quelque chose de personnel. Parfois, la personne à l'origine de la confidence ne se rend même pas compte du mal causé. Elle pense agir de manière pragmatique, professionnelle, voire responsable. Utiliser une information pertinente sans mesurer ce qu'elle représente émotionnellement pour l'autre. Et pour celui qui se sent exposé, l'expérience est violente. Il n'y a pas seulement une déception professionnelle, il y a un sentiment de trahison. Parce que ce qui a été donné dans un cadre de confiance est soudain réutilisé dans un cadre de pouvoir. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de personnes réévaluent la relation. Elles se demandent si l'amitié était réelle, ou si elle était en réalité conditionnée par le contexte. Et cette remise en question dépasse souvent la relation concernée. Elle s'étend à l'ensemble du travail. On devient plus prudent, on parle moins, on compartimente davantage. Non pas par froideur, mais par protection. Pour moi, dans ma tête, un collègue, c'est bonjour, au revoir, on mange à midi parfois, on se sourit de temps en temps pour rester cordial
et ça s'arrête à là. Ce qui rend ces situations encore plus complexes, c'est qu'elles ne sont pas toujours intentionnelles. Elles résultent souvent d'un mélange des genres, d'un cadre jamais clairement défini. Personne n'a posé de règles, personne n'a dit ce qui relevait du privé et ce qui ne devait pas sortir du cadre de la relation. Et une fois que la confiance est entamée, il est très difficile de revenir en arrière. Fais attention car les gens au travail sont prêts à tout pour avancer. S'ils doivent vous écraser pour avancer, le choix sera vite fait. Malgré ta gentillesse, ta bienveillance, l'aide que tu leur apportes au quotidien, tout ça sera oublié. Ils n'hésiteront pas une seule seconde à vous trahir s'il y a une récompense à la fin. Il est important de rester vigilant envers tes collègues de travail car ils pourraient vous trahir à tout moment s'ils se voient offrir une meilleure opportunité. Reste sur tes gardes et ne te confie pas à n'importe qui. Certaines relations ne survivent malheureusement pas à cette étape. D'autres continuent, mais sous une forme différente, plus distante, plus prudente. C'est souvent à ce moment-là que naissent des discours très tranchés. Des phrases comme « au travail, il vaut mieux jamais trop en dire » ou encore « les collègues ne sont pas tes amis ». Non pas comme des principes théoriques, mais plutôt comme des conclusions tirées d'une expérience vécue. Le travail est aussi l'un des principaux lieux de rencontre amoureuse, ce n'est ni nouveau, ni marginal. On y passe beaucoup de temps, on partage des moments de stress, de réussite, parfois d'échecs. On se voit dans des contextes intenses où des émotions sont déjà à fleur de peau. Dans ces conditions, il n'est pas rare que des sentiments apparaissent. Certaines histoires commencent simplement. Une complicité qui se crée, des discussions qui s'allongent, une proximité qui dépasse progressivement le cadre professionnel. Et parfois, ces relations fonctionnent. Elles restent discrètes, équilibrées et ne perturbent ni le travail ni l'équipe. Certaines durent même bien au-delà de l'entreprise. Et oui, pour rappel, selon une étude PageGroup en 2019, 62% des Français ont connu une relation amoureuse au bureau. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'on reste dans un cadre professionnel. Mais là encore, le cadre professionnel ne disparaît jamais complètement. Quand une relation amoureuse naît au travail, elle introduit une dimension supplémentaire dans un environnement déjà très complexe. Ce n'est plus seulement une question de performance ou de collaboration, c'est aussi une question d'affect, de jalousie potentielle, de perception extérieure. Même quand la relation est vécue sereinement par les personnes concernées, elle peut susciter des interrogations autour d'elle. Des collègues qui se demandent si certaines décisions sont influencées, si certaines informations circulent différemment, si des protections implicites existent. Et lorsque la relation implique une hiérarchie, les enjeux deviennent encore plus sensibles. Une relation manager-salarié pose immédiatement la question du consentement réel, de l'équilibre et du pouvoir. Même en l'absence de pression explicite, le simple déséquilibre de position suffit souvent à créer un malaise potentiel. C'est pour cette raison que certaines entreprises encadrent strictement ce type de relation, voire les interdisent dans certains cas. Non pas par morale, mais par anticipation des conflits futurs. Mais l'une des difficultés majeures des relations amoureuses au travail apparaît souvent plus tard, quand la relation se termine. Et là où ça peut poser un souci, c'est que si ça devient difficile, s'il y en a un qui est lésé, encore amoureux, qui veut encore qu'il se passe des choses et que l'autre veut plus rien, etc., ça peut déboucher sur quoi? Sur simplement une envie de partir peut-être d'un job que tu kiffais. Contrairement à d'autres contextes, la rupture ne signifie pas la fin des interactions. Les réunions continuent, les projets aussi, les échanges restent nécessaires. Et gérer une rupture dans un cadre où l'on doit continuer à collaborer peut être particulièrement éprouvant. Et qu'il y en a un des deux qui veut arrêter la relation, et ben là, ça commence à poser un vrai souci parce que les personnes se voient tout le temps. En général, quand tu casses avec quelqu'un, au pire, on se voit plus. Et là, vous bossez ensemble. Les émotions ne disparaissent pas parce que le cadre l'exige. Les tensions peuvent s'installer, les silences deviennent lourds, chacune des interactions deviennent invivables. Dans certains cas, cela conduit à des demandes de mutation, des changements d'équipe, voire des départs. Pas parce que le travail est devenu impossible, mais parce que la charge mentale est devenue trop lourde à porter au quotidien. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes développent une position très prudente vis-à-vis de l'amour au travail. Non pas par principe, mais par expérience, par anticipation. Elles savent que, même quand tout commence bien, les conséquences d'un échec peuvent être durables. Et là encore, les discours que l'on entend sont souvent façonnés par ce vécu. Certains racontent des histoires heureuses, d'autres expliquent avoir appris à leurs dépens que le travail n'est pas un terrain neutre pour les relations amoureuses. Garde une chose en tête, c'est qu'à partir du moment où ça va se savoir, il va y avoir la jalousie qui va commencer. Peut-être qu'il va y avoir des collègues qui vont vous aider à vous mettre ensemble, mais ils vont pas miser très loin sur vous. Donc, lorsque vous serez réellement ensemble, ils vont tout faire pour vous. Soit vous séparez, soit ils vont faire remonter l'information à la direction. Après avoir vécu ou simplement observé ce type de situation, certains font un choix clair. Ils décident de garder leur distance. Ce sont souvent des personnes qui ont déjà connu une déception, une incompréhension ou une situation où les choses se sont mal terminées. Une amitié qui s'est retournée contre elles, une confidence qui a circulé, une relation qui a changé dès que le contexte professionnel a évolué. Avec le temps, elles développent une règle simple. Au travail, on reste cordial, respectueux, professionnel, mais on évite l'attachement. Elles font bien leur travail, elles coopèrent, elles participent à la vie de l'équipe, mais elles gardent une frontière très claire entre le bureau et la vie perso. Ce positionnement est parfois mal compris. Certains y voient de la distance, voire une forme de froideur. D'autres pensent que ces personnes ne jouent pas le jeu de l'équipe, alors qu'en réalité, il s'agit souvent d'une stratégie de préservation. Ces personnes savent que le travail est un environnement instable. Les équipes changent, les managers aussi,
les priorités évoluent et ce qui semblait acquis peut disparaître du jour au lendemain. Dans ce contexte, limiter l'investissement émotionnel devient une manière de se protéger des chocs futurs. Mais c'est rarement un principe posé dès le départ. C'est presque toujours une conclusion tirée après coup. Et ce discours cohabite avec un autre tout aussi présent, celui de personnes qui continuent à croire aux liens créés au travail, mais qui cherchent à mieux les encadrer. Car refuser toute amitié n'est pas forcément la seule réponse possible. Faut arrêter de dire que l'amitié au travail, ça n'existe pas, c'est faux. Moi, j'y crois. Je dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a. Si la question de l'amitié au travail suscite autant de débats, ce n'est sans doute pas uniquement à cause des relations elles-mêmes. C'est surtout parce qu'elles révèlent la place centrale qu'a pris le travail dans nos vies. Pour beaucoup, le travail n'est plus seulement un moyen de gagner sa vie, c'est un lieu de socialisation. Celui où l'on passe le plus de temps, où l'on échange le plus, où l'on est vu, reconnu, écouté. Dans un monde où les liens en dehors du travail peuvent se fragiliser, où les cercles amicaux se réduisent, où les rythmes de vie laissent peu de place aux rencontres, le bureau devient, presque malgré lui, un espace relationnel majeur. Alors forcément, des liens s'y créent. Des amitiés, des attachements, parfois de l'amour, mais le travail reste un cadre particulier. Un cadre traversé par des rapports de pouvoir, des objectifs, des contraintes, des décisions qui ne sont pas toujours compatibles avec la logique des relations personnelles. C'est cette tension permanente qui explique pourquoi les expériences sont si différentes. Pourquoi certains parlent d'amitié précieuse quand d'autres évoquent des déceptions profondes. Pourquoi certains choisissent la proximité quand d'autres préfèrent la distance. Il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire, ni une règle universelle à appliquer. Ce qui ressort surtout, c'est l'importance de la lucidité. Comprendre dans quel cadre ces relations s'inscrivent. Être conscient des attentes que l'on projette sur les autres et de celles que les autres projettent sur nous. Parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui vont s'engager dans la vie professionnelle et qui vont être trop gentils, qui vont être trop naïfs, etc. En mode oui, c'est mon ami, etc. On va boire un verre après le taf. Attention, cette situation, elle peut se retourner contre vous, je vous jure. Après, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a quand même des gens bienveillants, on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais, s'il vous plaît, faites attention. L'amitié au travail n'est ni une erreur, ni une garantie. Elle peut être une richesse, mais elle peut aussi devenir une source de tension. Et peut-être que la vraie question n'est pas « faut-il être ami avec ses collègues ?», mais plutôt « comment créer une amitié saine avec ses collègues ?»